On est de retour dans cette dernière partie du 12h30 et on va parler un peu de science. On lisait dans la presse ce mardi que le ministre de la Santé, Frank van den Broek, encourageait les personnes à risque à faire une nouvelle injection du vaccin anti-Covid. On se rappelle évidemment cette crise du coronavirus qui n'est pas si lointaine que ça. Et elle a mis évidemment tout le monde scientifique en action. La course au vaccin a démarré donc sur les chapeaux de roue, au point que des recherches sont menées pour anticiper aujourd'hui le pire. Ainsi, l'UC Louvain s'est associé à une université en Ouganda de manière à pouvoir anticiper les effets dévastateurs des pandémies. Et une des personnes qui va gérer ce projet, c'est Nico Speybrooke. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc sur BX1, on vous connaît bien, si on a bien suivi pendant la crise effectivement du Covid. Vous êtes épidémiologiste, vous étudiez les catastrophes en général, qu'elles soient climatiques ou sanitaires. Quand la pandémie de Covid a éclaté, est-ce que vous vous êtes dit on aurait pu anticiper mieux? Mais en fait, c'est toujours difficile de faire des prédictions. Après, on peut toujours essayer d'expliquer comment ça s'est passé. Mais voilà, je me rappelle quand j'ai commencé comme professeur à l'UC Louvain, qu'on me disait « Nico, c'est peut-être mieux de ne plus continuer ton travail sur les maladies infectieuses, parce que le vrai problème, c'est les maladies non transmissibles. » Et donc, ça montrait déjà qu'on n'était pas vraiment préparé pour une telle pandémie. On pensait que ça n'allait jamais arriver ici, en Belgique. Et même Bill Gates, quelques années avant la pandémie, l'avait déjà dit, mais même lui, on ne l'écoutait pas vraiment. Et donc, c'est un petit peu difficile de faire des prédictions parce que c'est très complexe pour un nouveau pathogène. Mais voilà. Finalement, je pense qu'on avait pu mieux se préparer. C'est ça. Et c'est ça que vous allez essayer de faire maintenant, avec ce projet dont on parle aujourd'hui, puisque le but, c'est vraiment d'anticiper pour mieux gérer les crises. C'est vaste, ça. Comment anticiper ? Oui, il y a plusieurs façons d'anticiper. Une chose, c'est d'apprendre de ce qu'on a vu dans le passé. Donc, et c'est là un petit peu la force de l'UC Louvain qui maintient une grande base de données sur les catastrophes au niveau mondial. Et donc, ce qui permet de, quelque part, conserver la mémoire. C'est un petit peu comme dans un cours d'histoire. On parle souvent de la guerre mondiale. Et on devrait peut-être faire la même chose avec les pandémies. On peut aussi se préparer ou anticiper en développement, c'est un petit peu technologique, des modèles de simulation. Ça ne veut pas dire qu'on va prédire l'avenir, mais ces simulations de scénarios permettent de nous préparer et d'éviter, si tout va bien, ces scénarios négatifs. Et finalement, il faut installer, ou anticiper veut aussi dire installer une culture de risque avec des systèmes d'alerte précoce qui permettent de vite agir, parce que c'est vraiment le début qui compte le plus. Vous parlez de la banque de données, on parle bien de 26 000 catastrophes répertoriées, c'est ça, depuis 1900 ? Oui, c'est une grande base de données au niveau international avec toutes les catastrophes majeures, parce qu'on a des critères d'inclusion qui sont répertoriés dans cette base de données. Et ce qu'on n'a pas dans cette base de données, c'est par exemple les températures ou les précipitations, mais ce qu'on a, c'est le nombre de personnes décédées générées par une inondation, des blessés, les dégâts économiques. Par exemple, le bilan après les inondations en Belgique, là c'est encodé dans cette base de données. Même les accidents humains, comme par exemple l'incendie, vous vous souvenez peut-être de cette période, de l'incendie dans le grand magasin d'innovation en 1967, avec des centaines de morts. La canicule en 2003, avec plus ou moins 70 000 personnes décédées en Europe. Donc ça, ce sont des données qu'on met dans cette base de données, et ça permet d'avoir une vue d'ensemble d'une façon rétrospective, bien sûr. C'est ça, donc on est bien d'accord qu'on ne parle pas que de problèmes de virus ou autres, on n'est pas que dans les crises sanitaires, c'est beaucoup plus global que ça. Oui, et donc le centre d'excellence qu'on va essayer de lancer avec l'Ouganda et d'autres partenaires,
c'est exactement ça qu'on veut, en fait, se préparer ou anticiper des pandémies, mais aussi d'autres chocs, ce qu'on appelle des chocs, mais des inondations, c'est aussi considéré comme un choc. Et donc, on va essayer de se préparer en se mettant ensemble avec un réseau, et pour se préparer plutôt d'attendre et de faire tout à la dernière minute. C'est ça. Et pourquoi l'Ouganda précisément avec l'UC Louvain? En fait, les collaborations entre des académiques se font souvent d'une façon naturelle. Ici, c'était un collègue qui avait encouragé la personne en Ouganda de me contacter. Mais l'équipe de l'Ouganda, c'est quand même une équipe d'envergure parce qu'ils avaient déjà coordonné un réseau de comment répondre, d'évaluation de réponse à la pandémie en Afrique, donc sur le continent. Ils ont aussi un réseau bien développé, ils ont des contacts avec le centre de prévention de maladies en Afrique, et donc ce réseau va nous permettre de beaucoup plus vite avancer. Et si j'ai bien compris aussi, vous pouvez visualiser grâce à vos recherches et grâce à cette banque de données les endroits les plus vulnérables sur la planète? Oui, tout à fait. Donc, on peut faire une analyse spatiale qui nous permet, pour un aléa spécifique, on peut assez facilement comprendre les zones susceptibles. Par exemple, pour les failles sismiques en Turquie, avec les tremblements de terre, les abords de rivières avec les inondations, les îlots urbains avec les canicules. Mais il faut comprendre qu'en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'une catastrophe est générée par une combinaison de, par exemple, une population, une densité de population. Il faut avoir des personnes, parce qu'on peut avoir un aléa, mais s'il n'y a personne qui vit dans cette région, on ne va pas avoir une catastrophe. Il faut une population vulnérable, il faut un manque de moyens pour la capacité pour éviter cette pandémie ou ce problème, cette catastrophe. Et par exemple, le Pakistan, avec les inondations qu'on a vues en 2022, c'est vraiment un exemple où on avait une population, une densité de population élevée, on avait une population vulnérable, on avait un aléa, les précipitations et les inondations. Et donc cette combinaison, c'est exactement ça qui fait, qui génère une catastrophe. Une toute dernière question, et très rapidement, est-ce qu'il faudra compter aussi avec des catastrophes dites technologiques à l'avenir ? Oui, donc les Nations Unies viennent de créer une liste de 302 types de catastrophes. Un exemple, c'est par exemple les cyberattaques à l'échelle mondiale, qui ne sont pas pour l'instant encodées dans la base de données, mais il faut suivre les évolutions, et si une catastrophe répond bien à nos critères d'inclusion, on va bien sûr l'inclure à l'avenir.